Les États-Unis veulent désormais sanctionner tous les pays qui abandonnent le dollar. Oui, vous l'avez bien entendu, ils veulent sanctionner les pays qui abandonnent le dollar. Pour les États-Unis, un instrument important pour imposer leur intérêt impérialiste, c'est leur monnaie, le dollar. Ainsi, Washington utilise délibérément le dollar comme une arme, littéralement, pour ruiner économiquement les pays qui souhaitent vivre leur propre vie, c'est-à-dire avoir leur propre voie, leur propre méthode de développement. Et il y a aussi l'utilisation de sanctions. Bien évidemment, vous savez que les États-Unis ces derniers temps n'ont qu'un seul mot, sanctions. Et il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de complément. Sanctions. En gros, ils sont en train de nous dire que tonton Sam est fâché. Et il est fâché fort. Parce qu'il y a des gens là qui ne veulent plus utiliser leur monnaie. Pourtant, ils ne comprennent pas pourquoi. Tout est parfait dans cette monnaie. N'est-ce pas? Leur abus de sanctions, c'est ce qui s'est par exemple passé avec la Russie avant et après le début de la guerre en Ukraine. L'Occident collectif mené par les États-Unis a imposé des sanctions en Moscou et gelé des centaines de milliards de dollars d'actifs russes. Quand on vous parle d'armes, c'est très violent. Mais le coup en fait s'est retourné contre eux dans ce cas précis. Sous la direction du groupe des pays BRICS, la dédollarisation a été encouragée, par exemple en utilisant des monnaies locales dans les échanges commerciaux bilatéraux. En mai, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, en abrégé ANASE, a également annoncé des plans de dédollarisation du commerce transfrontalier et forcément l'utilisation de monnaie locale. Aux États-Unis, ces évolutions ont été observées avec une inquiétude croissante. Les gars ont pris panique. Que comment? Les gars veulent sortir du dollar. Et pourquoi? En effet, plus la part du dollar dans le domaine mondial est faible, plus l'âme du dollar s'affaiblit. Comme le rapporte Asia Times, le sénateur républicain Marco Rubio a déposé un projet de loi visant à stopper la dédollarisation dans les autres pays du monde. Ça veut dire qu'aux États-Unis, ils peuvent voter des lois, ils peuvent déposer des lois pour imposer ça au reste du monde. C'est violent comme message, n'est-ce pas? Quand on dit que ces gens se prennent pour Dieu, qu'ils se pensent tout permis, vous voyez jusqu'à quel niveau ça va. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? En gros, ceux qui contribuent à la dédollarisation vont maintenant être sanctionnés. Bien sûr, je ne sais pas s'ils avaient même un autre mot d'ailleurs que sanction. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Asia Times écrit, je cite, « Le projet de loi de Rubio, au nom évocateur de loi sur la prévention et l'atténuation des sanctions, obligerait maintenant les présidents américains à sanctionner les institutions financières qui utilisent le système de paiement chinois CIPS, le système de transaction russe SPFS et d'autres alternatives au système SWIFT qui est donc basé sur le dollar. » Comme le précise encore le journal, Rubio n'est pas le seul à vouloir mettre un terme à la dédollarisation. Ainsi, les conseillers économiques du candidat à la présidence Donald Trump discutent des moyens de punir les États qui se détournent activement du dollar. L'équipe de Trump aurait ainsi déjà annoncé des sanctions à la fois contre les alliés et les adversaires qui tentent activement de faire du commerce bilatéral dans les devises autres que le dollar. Les contrevenants, les coupables de cet acte odieux que de ne pas utiliser le dollar, se verraient donc imposer des restrictions à l'importation, des droits de douane et des frais de manipulation des devises. Parce que bien évidemment, c'est pas gentil. Qui a même dit aux États-Unis qu'ils étaient en position de force? Ou bien c'est du bluff? Vous savez que dans l'histoire de ce pays qui est rempli de crimes, il y a aussi énormément de bluffs. Les gars bluffent beaucoup. Sauf que maintenant, la donne a changé. Ça va faire 10 ans que toutes les sanctions qu'ils ont fait contre les BRICS se sont retournées contre eux-mêmes. Ils ont peut-être tendance à l'oublier, mais la dédollarisation massive a commencé à partir d'une série de sanctions qui a fait comprendre aux membres des BRICS que le dollar ne va pas les aider. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui doivent des milliards à la Chine. À la fin du mois d'avril 2024, les États-Unis devaient à la Chine 770 milliards de dollars. Et entre-temps, entre avril et maintenant, la dette a augmenté de plusieurs milliards encore. Mais ce sont eux qui sont les plus endettés, qui gueulent, qui bombent le torse. Et ce n'est pas comme si leurs économistes n'avaient pas dit que le dollar allait leur péter au visage. Nixon se tapait la poitrine en expliquant qu'il a fait sa part du boulot et accordé un sursis à l'économie américaine. Pourtant, à maintes reprises, il y a des économistes qui ont sonné l'alarme que l'affaire-ci, ça ne va pas les aider sur le long terme.
Le dollar a tué l'économie d'un grand nombre de pays sud-américains, d'un grand nombre de pays européens, africains et asiatiques. Le monde entier a payé le contre-coup de ce dollar, de cette monnaie. Maintenant, ils arrivent à saturation, ils sont complètement étouffés par leur monnaie et ils ne veulent pas payer. Non, ils veulent que ce soit le monde encore qui coule avec eux ou alors paye l'ensemble de leurs dettes. Ils n'ont encore rien vu, tout se paye, même si ça prend des milliers d'années. Tout se paye. On parle maintenant de la place de l'Amérique sur la scène internationale. Les relations internationales sont aujourd'hui en pleine restructuration. Le poids et l'influence des puissances occidentales dirigées par les États-Unis diminuent à vue d'œil. Cette diminution est réelle, ça se voit. Et les positions de ceux qu'on appelait habituellement les pays du Sud global, qu'est-ce qui se passe? Ça se renforce. C'est remarquable le fait que malgré l'évidence de ce phénomène, ce n'est que très récemment que les États-Unis commencent à remarquer et accepter cet état des choses. Ils sont en train de dire, bon, ces États qu'on refusait avant, on est obligé maintenant de les accepter et de reconnaître qu'il y a un processus global contre eux. Ils n'ont encore rien vu. Le monde noir et le Sud global, on ira dans d'autres pays où il n'y a pas forcément que des Noirs aussi. On va connecter ces mondes pour renforcer justement la force de contestation vis-à-vis de l'hégémonie d'Occident. Le 25 janvier 2022, le journal israélien d'opposition Haaretz, qui s'oppose au gouvernement de Netanyahou depuis plusieurs années déjà, avait publié un article intitulé « La crise ukrainienne pourrait changer à jamais la place de l'Amérique sur la scène mondiale ». L'article qui critique la ligne de Washington, principalement en matière de politique étrangère, et l'inefficacité de ces sanctions, à l'exemple de l'Irak et de l'Afghanistan. L'article conclut que seul le président russe sait quelle sera la prochaine étape. Cette crise ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais quelque chose de plus grand et de plus large. L'auteur estime que la Chine et la Russie s'opposent au concept américain d'unipolarité et entraînent avec elle en fait toute une masse de population, une masse de pays qui est donc résumé en disant le Sud global. Et ce Sud global est en opposition de la gouvernance mondiale centrée sur Washington. Il y en a eu marre en fait. À un moment donné, ils ont dit allez vous faire foutre. Il suggère que les États-Unis imposent ces idées occidentales de démocratie dictatoriale et les soi-disant droits de l'homme qui en fait ne concernent rien d'autre qu'eux-mêmes, parce qu'en fait ça ne concerne personne d'autre en dehors d'eux-mêmes. Et ils le font parce qu'ils essaient, dans une tentative désespérée, de recommencer à fixer l'ordre du jour, les règles et de servir d'arbitre ultime. Donc en gros de dominer l'ensemble du système international. Bien évidemment, ils ne sont sujets à aucune restriction, aucun règlement. Rien, vraiment, il n'y a pas de garde-fou pour eux. Ils sont votre garde-fou, pas l'inverse. L'article indiquait déjà que si la crise ukrainienne est envisagée dans un contexte mondial plus large, elle a toutes ses chances d'être résolue en faveur de la Russie, en particulier compte tenu de la réputation du génie stratégique et d'homme d'État avisé qu'est Poutine. Alors, je tiens à rappeler que cet article a été écrit le 24 février, c'est-à-dire avant l'opération militaire spéciale, et que l'auteur affirme qu'en cas de conflit, Poutine devra donc payer un prix politique. Et c'est arrivé au point où même les vassaux américains flanchent face à la puissance économique des BRICS. L'Union européenne cherche à éviter une confrontation économique avec la Chine, même s'ils partent sur le principe que ce n'est pas évitable. Elle a décidé d'abaisser les droits de douane sur certaines voitures électriques en provenance de la Chine, qui sont massivement importées dans l'Union européenne, grignotant donc ainsi la part des marchés des constructeurs européens. Bruxelles, confrontée à des difficultés économiques, souhaite montrer à Pékin son intention d'éviter une guerre commerciale à grande échelle entre les deux grandes régions. Sauf que cette concession, un sujet crucial pour la Chine, n'a été décidée qu'après que les autorités chinoises ont vivement réagi au projet européen de porter les tarifs douaniers sur les voitures chinoises à 37,6%. Le responsable européen justifiait cette taxe presque prohibitive, parce qu'en fait c'est à ce niveau-là, c'est énorme, en accusant Pékin de soutenir ses constructeurs automobiles par des subventions d'État, ce qui désavantage leurs homologues européens. Et alors, on est bien d'accord que c'est une guerre. Voilà que vous êtes aussi en train de vouloir avantager vos homologues européens. C'est littéralement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire tous les projets, toutes les grosses entreprises qui sont financées, grandement aidées par l'État, en Europe, c'est quoi? Ça ne compte pas. C'est seulement quand la Chine fait que ça compte, que là, ça devient important. Les gars vous ont déjà pris industriellement, c'est fini. Continuez simplement d'alimenter la xénophobie pour expliquer votre incompétence. C'est tout. Les gars n'arrivent plus à rien vendre de pertinent. Et puis ils disent que non, on n'arrive pas à vendre parce que les étrangers, comme tout se résume déjà par les étrangers. Bon, dans ce cas de figure, en tout cas, c'est sûr qu'ils n'ont pas le niveau
des étrangers. Sauf que là, les étrangers sont chez eux. Vous allez faire comment? Vous allez les chasser? Alors, il y a bagarre autour de la voiture électrique entre l'Europe d'un côté et la Chine de l'autre. Hier, Bruxelles a indiqué qu'elle allait fortement augmenter les droits de douane pour les véhicules électriques qui nous viennent de Chine. Est-ce que ça va avoir, Martial, un impact sur le prix de ces automobiles? Oui, bien sûr. Et puis, ça va surtout favoriser les constructeurs qui coopèrent avec l'Europe ou qui investissent sur notre sol. C'est du protectionnisme pur et dur et il est temps que ça vienne d'ailleurs. Les tensions commerciales s'accentuent entre l'Union européenne et la Chine. La Commission européenne a annoncé mercredi que les entreprises chinoises de voitures électriques présentes sur le marché européen se verront imposer des droits de douane supplémentaires à partir du mois prochain. Le montant de cette taxe n'est pas unique. Ces droits de douane supplémentaires varieront de 17,4% à 38,1% selon les fabricants. Pour l'institution européenne, cette mesure est nécessaire pour rétablir une concurrence équitable. D'après l'Association des constructeurs européens automobiles, ACEA, en 2023, près de 440 000 véhicules électriques représentant une valeur de 10 milliards d'euros ont été exportés de la Chine vers l'Union européenne. Tandis que l'Europe tout entière n'a expédié en Chine qu'environ 11 000 voitures électriques pour un total inférieur à 800 millions d'euros. Quand on parle de déséquilibre financier, là c'est fort quand même. La part de voitures électriques chinoises en Europe est passée de 3 à plus de 20% en seulement 3 ans. Cette progression a donc conduit Bruxelles à envisager de limiter les importations chinoises en augmentant fortement les droits de douane. D'autres produits technologiques chinois, comme les panneaux solaires et les éoliennes, font également objet de surveillance accrue de la part des autorités européennes. En réaction à tout ça donc, la Chine a fermement rejeté les accusations de concurrence déloyale et a porté plainte contre l'Union européenne auprès de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. La Commission européenne a décidé d'abaisser à 9% les droits de douane sur les véhicules Tesla de fabrication chinoise importés dans l'UE. Et après même, il y a une loi de réciprocité qui s'est activée parce que Pékin a riposté en lançant sa propre enquête anti-dumping sur les produits européens, incluant donc le brandy. Le brandy, c'est du vin, tous les vins européens là. Sachant que 99% des boissons sont achetées par la Chine pour une valeur proche de 2 milliards d'euros, les producteurs européens, notamment les grands noms français comme Martel et Rémy Martin, ont immédiatement commencé à mettre une pression sur Bruxelles pour désamorcer la situation. En gros, c'était ça. Ils ont vu que leur business allait couler. Ils ont dit, frère, et nous alors vous pensez à notre fortune? La stratégie chinoise semble avoir payé mine de rien. Selon Euractiv, le 20 août, la Commission européenne a annoncé une réduction modeste, mais symbolique sur les droits de douane sur les voitures électriques chinoises. Bien sûr, les ajustements doivent encore être validés par les États membres de l'Union européenne d'ici le 30 octobre. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a pour sa part déclaré qu'une guerre commerciale entre l'Union européenne et la Chine semble très difficile à éviter. Nous devons être réalistes. Nous ne souhaitons pas un conflit commercial avec la Chine, mais il pourrait être inévitable. Voilà ce qu'il a affirmé au journal South China Morning Post. En gros, il estime qu'une escalade des tensions entre l'Union européenne et la Chine découle des circonstances, tout en soulignant que l'Europe ne devrait pas chercher à freiner la croissance chinoise. Parce que, de un, non seulement c'est impossible de contrer la montée en puissance de la Chine, et de deux, c'est seulement l'Occident qui va payer le prix s'il tente quelque chose. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.